citer de la dentelle, bien entendu, du célèbre point d'Alençon, qui, sous Louis XIV, vers 1660, a été inventé par Marthe Laperrière. Un point d'Alençon très sophistiqué, c'est une dentelle très riche, qui permet de créer toutes sortes de motifs, même des décors, des scènes, etc., grâce au point de boutonnière serré qui permet d'avoir aussi du relief sur cette dentelle. Dites-vous qu'il faut, pour faire 1 cm² de dentelle, 7 heures de travail à une dentelière. Ça explique que cette dentelle d'Alençon, pendant très longtemps, ait été considérée comme la plus chère, tout simplement, la plus chère du monde. Il y a toujours un atelier du point d'Alençon qui préserve, qui transmet ce savoir-faire aujourd'hui au nom du ministère de la Culture. Et il faut savoir que la dentelle d'Alençon a été inscrite depuis 2010 sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'ancien hôtel de Guise, qui est maintenant, qui est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis 1815, la préfecture de l'Orne. Cet hôtel de Guise, vous voyez, très intéressant parce que habituellement, ces immeubles d'époque Louis XIII sont à parements de briques et chaînage de pierre. Ici, vous avez bien du chaînage de granit. Il y a beaucoup moins de granit ici qu'en Bretagne, mais enfin, vous voyez qu'il est quand même toujours présent. Très bel hôtel particulier qu'on appelait autrefois l'hôtel de Guise, parce que c'était le nom du mari de Élisabeth Marguerite d'Orléans, la 3e fille de Gaston d'Orléans, donc la demi-sœur de la grande mademoiselle, qu'on appelait Mademoiselle d'Alençon. Très bel hôtel. Regardez la splendeur de cette cage d'escalier, grand décor bien entendu, comme on peut trouver dans la plupart des préfectures, bien entendu. On voit que les salons, l'enfilade des salons, tout ça a été remanié sous le Premier Empire et ensuite sous la monarchie de Juillet précisément pour les usages officiels de la préfecture. Le grand homme de la région, c'est Hubert d'Andigné, bien entendu, qui a été sénateur de l'Orne jusqu'en 1992, président du Conseil général du département de 1967 à 1993. Il a beaucoup contribué à l'embellissement des lieux. Cet hôtel, donc cet ancien hôtel de Guise, aujourd'hui préfecture de l'Orne. La halle au blé, vous voyez, qui a été construite sous le Premier Empire, à partir de 1806, elle a été complètement remaniée là au début de notre siècle pour accueillir aujourd'hui des réunions de sport, des meetings politiques, des expositions, etc. Elle est particulièrement spectaculaire. Elle a été remaniée aussi avec cette grande verrière là, date du Second Empire, œuvre des architectes Arnoux et Croquefert, qui portait bien son nom. C'est joli cette forme totalement circulaire, comme un cirque en fait. Vous voyez la beauté des hôtels particuliers d'Alençon au passage. Et puis bien sûr, Alençon, c'est aussi le lieu, on la voit là-bas, qui est en train de se dessiner, en haut à droite de votre écran, la basilique Notre-Dame, qui était la paroisse où a été baptisée Sainte-Thérèse de Lisieux. Et les parents de Sainte-Thérèse, Louis et Zélie Martin, ont été canonisés par le pape François en octobre 2015. C'est peut-être ce qui explique que tout ce travail autour de la famille de Sainte-Thérèse fait que Notre-Dame, non pas de Lisieux, mais d'Alençon, a été faite basilique mineure par le pape Benoît XVI en 2009. Très très beau ce petit château. Regarde ce petit château de Courtilleul avec ses pavillons jumeaux à lanternon à l'entrée et son très beau fronton curviligne avec un tympan armorié. Vous voyez, on n'a pas le temps de le voir tout à fait dans le détail, mais il y a un grand salon en rotonde, comme vous pouvez le voir sur l'arrière de la maison. Ça, c'est l'archétype de la très belle maison de Plaisance, n'est-ce pas? C'était la maison du premier président au siège présidial d'Alençon, qui s'appelait justement Courtilleul et qui lui a donné son nom. Petit château Renaissance, château d'Ayer-Beauvoir, qui a été agrandi, restauré, comme vous pouvez le voir, vers la fin du XIXe siècle.
joli petit manoir, le manoir de la Pellonnière. C'est un de ces grands manoirs seigneuriaux, vous savez, qui émaille littéralement la région dans laquelle nous sommes en train d'entrer et qui est la région du Perche. Il y a parmi les arbres qui ornent son parc, un platane qui a été planté à la Révolution, qui est un arbre de la liberté. Vous voyez le colombier, vous voyez toute cette... Très bien la tour escalier, là au centre de la façade du logis principal. Le manoir a été constamment amélioré au XVIIIe, au XIXe siècle, comme vous pouvez le voir tout à fait sur la droite de l'écran. Pourquoi ces manoirs à cet endroit, me direz-vous? Pourquoi le Perche est-il un véritable jardin rempli de petits châteaux? Eh bien tout simplement parce qu'il était à mi-chemin entre la capitale de l'ancienne France, Paris, et les châteaux de la Loire où résidait la cour. Et donc lorsqu'on voyageait entre Paris et les bords de la Loire, eh bien on avait tendance à faire halte pendant quelques temps, pendant une semaine ou deux, dans un de ces jolis châteaux où les familles locales étaient toutes heureuses d'accueillir les princes et les seigneurs de la cour.
célèbre cheval, le Percheron, grande production locale. Un cheval très massif, vous voyez à quoi ça ressemble. Un Percheron, ça peut peser jusqu'à 1 tonne. Alors il y en a 2 catégories, ceux qui sont destinés à l'attraction des machines agricoles, au débardage, etc. Ce sont les chevaux de trait. Et puis les diligenciers, qui sont les chevaux qu'on mettait de préférence pour tirer les carrosses autrefois. On a utilisé ces chevaux partout dans le monde, pas seulement en France, bien sûr. On en a beaucoup envoyé en Angleterre et aux États-Unis. C'était le premier cheval, le principal cheval de trait des fameuses diligences du Far West américain, le Percheron, bien sûr. On dit qu'il est originaire, au départ, il y a un croisement avec des étalons arabes qui avaient été amenés dans le comté du Perche dès le 8e siècle. Cheval magnifique et robuste, courageux et qui fait preuve d'un grand sang-froid et d'un grand calme, ce qui le rend très utile pour les cochers et pour les personnes qui conduisaient les anciennes voitures hippomobiles. Et voici le château des Feugerets, un de ces magnifiques manoirs. Dites-vous qu'il y a sur une route touristique de 90 km au départ de Nocé, le joli Nocé, il y a une centaine de ces manoirs et de ces châteaux qui font la splendeur de cette région du Perche. Celui-ci est particulièrement élégant, comme vous pouvez le voir, avec ces terrasses à balustres qui ont été ajoutées au XVIIe siècle. Elles ont été ajoutées à l'époque faste du château lorsque le fils de Louis XIV, Monseigneur le Grand Dauphin, est venu résider dans ce château à plusieurs reprises. Le château des Feugerets. Nous sommes dans l'Orne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous sommes de retour dans le département de l'Orne. Oui, puisque les coureurs sont partis de l'Ille-et-Vilaine, sont passés par la Mayenne, sont rentrés dans la Sarthe où Nicolas a aidé à saluer sa famille. Nous sommes passés, en effet, on a fait une dizaine de kilomètres dans l'Orne avant de revenir dans la Sarthe. Et là, à nouveau, comme vous le dites, Franck, place à l'Orne. Et cette étape se terminera en Eure-et-Loir. Il y a un parc naturel régional du Perche très intéressant. Là, nous y sommes, nous y entrons dans ce parc naturel. Il a été créé en 1998. Il fait près de 200 000 hectares de superficie et couvre quelques 43 communes. Ce parc naturel qui est la fierté du Perche, avec non seulement ces manoirs dont nous avons pas mal parlé, mais une agriculture par ailleurs très diversifiée, des rivières, des collines, du bocage, etc. Et voici la magnifique église Saint-Sauveur de Bellem. Bellem qui est au cœur même de ce parc naturel, petite cité de caractère. Vous savez, c'est un des labels touristiques décernés à certaines agglomérations françaises. Glorieux passé pour cette cité médiévale qui a connu toutes sortes de péripéties. Au sommet de la ville, les vestiges de l'enceinte du château, et puis donc cette église magnifique que vous voyez aujourd'hui avec son clocher-porche magnifique. Ce qu'on appelle un clocher-porche, c'est cette tour qui est au-dessus de l'entrée, tout simplement, sur la façade ouest. Une charpente en forme de navire renversé, absolument somptueuse. Vous la voyez là, elle est parquetée, elle est peinte, c'est une merveille. Beaucoup de trésors dans cette église, notamment des boiseries intéressantes, quelques œuvres d'art comme vous pouvez le constater. L'église Saint-Sauveur de Bellem. Le maître-autel est magnifique, regardez ça. Absolument magnifique. Il date de 1712 et il a été fait par un maître sculpteur du Mans qui s'appelait Michel Chevalier. Très beau maître-autel. Les boiseries du chœur aussi sont somptueuses. Jolie façade baroque avec ses statues dans des niches, ses mandorles, ses œilletons.
celui de Langenardière en l'occurrence. Très joli manoir qui est sur des bases assez anciennes, fin 16e je dirais, qui a ensuite été constamment remanié, lui aussi, avec sa grosse tour ronde à machicoulis, vous voyez, et puis les autres tours. On ne dira jamais assez combien cette région est très riche en patrimoine. Beaucoup de ces manoirs, de ces châteaux, de ces maisons, alors dont beaucoup sont privés, on ne les visite pas toutes, évidemment. Nogent-le-Rotrou, que viennent de traverser les coureurs. Une ville qui a laissé un nom dans l'histoire à travers, bien sûr, celui qui en a été le seigneur. Il avait acheté la seigneurie
en 1624, c'est-à-dire 14 ans après la mort de celui qui l'avait protégé. Je parle bien sûr de Maximilien de Béthune, mieux connu sous le nom de Sully, le grand ministre d'Henri IV, bien sûr Sully, qui est enterré ici. Jean Le Rotrou, dont Paul Deschanel, le président de la République Deschanel, a été pendant 35 ans le député. D'ailleurs, tout à l'heure, nous sommes passés à Mamers et c'était pendant la publicité. Donc je n'ai pas pu vous dire que Joseph Caillot, le célèbre Joseph Caillot, dont l'épouse avait assassiné le président, le propriétaire du Figaro, Joseph Caillot, était mort en 1944 à Mamers. Se profiler cette abbaye de la Sainte Trinité de Thiron-Gardet, dont on a célébré le 900e anniversaire il y a maintenant un certain temps, il y a 2 ans. C'était sous la présidence du prince Jean de France, duc de Vendôme. J'y étais pour une raison simple, c'est que juste à côté de cette abbaye, qui est le creuset de l'ordre de Thiron, se trouve le collège royal et militaire de Thiron-Gardet, qui a été acheté, vous savez, par mon ami Stéphane Bern il y a maintenant plusieurs années. Il a fait des travaux considérables dans ce collège royal. Il a installé dans les communs notamment un musée de tous ces collèges royaux et militaires, les collèges du règne de Louis XVI. Il y en avait 12 en France. Et évidemment, celui de Thiron-Gardet n'est pas le plus célèbre, mais il est l'un de ceux qui demeurent encore en place. Le jeune Bonaparte, d'ailleurs, aurait dû faire ces études-là, mais il se trouve que son père, au dernier moment, l'avait envoyé au collège de Brienne. La voici, cette abbaye de la Sainte Trinité, dont reste, vous voyez, une grande partie de la nef, et puis ce clocher qui a été couvert au XVIIe siècle du toit d'ardoise que vous voyez là maintenant. Et se profilant derrière le clocher, voilà le collège royal et militaire